Lundi 8 juillet 2019, un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Café Débat. En ce début de semaine, effectivement, vous le savez, Café Débat, c'est l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Alors, les deux parties de l'émission seront consacrées notamment à l'éducation. Vous le savez, nous sommes dans la phase des examens nationaux qui ont été donc lancés officiellement le 4 juillet, qui vont prendre fin le 17, et l'examen d'entrée en 7e année qui déjà a pris fin la semaine dernière, et la semaine commence avec le brevet. Et effectivement, quel constat déjà faire du déroulement de l'examen d'entrée en 7e année globalement. Là-dessus, nous essayons de donner la parole à Pépé Michel Balamou. Il est secrétaire général du syndicat national de l'éducation, qui va donc nous faire sa lecture du déroulement de l'examen d'entrée en 7e année et ce qu'on peut entrevoir pour le bon déroulement de la phase du BEPC qui donc a commencé aujourd'hui lundi. Et puis, toujours dans le système éducatif guinéen, il faut parler aussi de la situation des enseignants contractuels qui jusque-là sont dans cette phase de, on va dire, de bras de fer avec le ministère de l'Éducation, qui avait prévu de donc lancer une série de manifestations à partir d'aujourd'hui et du jeudi. Voilà qu'ils sont revenus sur leur décision et ont donc signé une trêve avec le ministère de l'Éducation. Qu'est-ce qui donc a prévalu à cette entente, en tout cas provisoire, transitoire, entre les enseignants contractuels et le ministre Maurice Sangaré? Pépé Michel reviendra également sur ce sujet, qui est déjà avec moi sur ce plateau. Camarade Balamou, bienvenue sur ce plateau. Merci Ouri, et merci à vos millions d'auditeurs et téléspectateurs. Merci de la disponibilité. Et je rappelle donc que dans la deuxième partie de cette émission, je recevrai notamment Souri Kandia Bangoura et Aliou pour parler du sport. Vous le savez, le Sili national qui donc a eu une grande mésaventure à cette CAN 2019. C'est un peu le deuil, point de vue sport, point de vue football en Guinée et notamment à Conakry. Quel décryptage à chaud on peut faire de cette prestation tout simplement nulle du Sili national en Égypte. Nous reviendrons là-dessus dans cette émission, mais juste un peu avant cela, il faut qu'on parle de la qualité de la prestation des sociétés de téléphonie, notamment Orange Guinée et Celcom, et Ariba, qui sont pointés du doigt. Une qualité complètement nulle, un service internet complètement pourri, qui rime avec finalement de l'escroquerie et de l'arnaque. Là-dessus, on va en parler avec Ousmane Keita, qui donc va se joindre à moi dans les premières minutes de la deuxième partie de cette émission. Mais déjà, pour rester justement dans le premier chapitre, on parle d'examens nationaux. Voilà des premiers examens en tout cas qui ont été, on peut dire, planifiés, préparés de bout en bout par le ministre Maurice Sangaré, puisque quand il a été nommé la dernière fois, il tombait sur les examens qui étaient tout fait, tout préparé par son prédécesseur. Alors oui, déjà, nous sommes à la fin de la première partie de ces examens nationaux, notamment l'examen d'entrée en 7e année. Vous, du syndicat des enseignants, quel regard vous avez porté sur les examens de cette année? Merci une fois de plus de l'invitation. Je crois que mieux vaut tard que jamais. Le SNE était opposé à l'organisation tardive de ces examens. D'autant plus que vous êtes en train de voir que les enfants du certificat d'études élémentaires, c'est-à-dire l'entrée en 7e année, ont presque composé sous la pluie. Et aujourd'hui, même ceux du BEPC ont commencé sous la pluie. Absolument. Donc nous avions pensé qu'un programme d'enseignement, apprentissage, peut être évalué même à 75% d'exécution. Mais le ministre a tenu mordicus que les programmes soient bouclés parce qu'il y a 6 préfectures qui étaient en retard dû au fait de la grève du SLEG. Donc, il était décidé que l'on attend jusqu'au 30 juin pour boucler les programmes. Maintenant que nous sommes allés à ces examens, et le certificat d'entrée, le certificat d'études élémentaires a eu lieu, et je crois que c'est sur de bonnes notes, d'autant plus qu'il n'y a pas eu fondamentalement de fausses notes, sinon que l'élément que je viens d'évoquer tout à l'heure là, par rapport à la pluviométrie, au climat, etc. Et évidemment, il y a que dans certains centres d'examen, on a enregistré quelques cas
de substitution, ce sont des cas qui sont vraiment monnaie courante dans nos systèmes éducatifs. C'est-à-dire que ce sont des grands frères qui se trouvent au collège et qui viennent composer en lieu et place de leurs jeunes frères. Mais là, je ne sais pas, ça c'est la faute au directeur d'école, puisque le délégué ou les superviseurs qui y viennent ne peuvent pas le savoir, puisque le candidat qui est là, qui vient de façon frauduleuse, a sa photo sur la carte d'identité scolaire, a sa photo sur la fiche du candidat. Donc il est très difficile de savoir si c'est lui ou bien ce n'est pas lui. Bien, alors oui, c'est bien que vous soulignez cet aspect lié donc au cas de substitution lors des examens. Comme vous l'avez dit, si on n'a pas encore constaté de fausses notes dans le déroulement de ces examens, au moins à la phase de l'examen d'entrée en 7e année, mais il y a justement ces cas de substitution dont les gens parlent, ci et là. Et selon vous, comment est-ce qu'on peut détecter ces cas de substitution? Est-ce qu'on peut toujours continuer à dire à chaque année que ces cas de substitution sont inhérents aux examens, qu'on ne peut pas les combattre? Or, les gens dans le système savent, il y a des complicités à l'intérieur. Vous êtes enseignant depuis plusieurs années, vous savez sûrement comment les gens complotent pour instaurer ces cas de substitution. Comment le ministre ou le ministère devrait faire pour venir à bout de ces cas de fraude qui sont les substitutions? Non, là, quand je dis que c'est inhérent, ce n'est pas parce que j'encourage, sinon c'est une fraude. Et la plus grave même des fraudes. Il faut combattre. Il faut combattre, n'est-ce pas? Mais c'est que le problème, il faut une volonté réelle des chefs d'établissement. Une fois de plus. Donc vous voulez dire que chez les chefs d'établissement sont complices? Sont complices parce que ceux qui viennent pour remplacer les candidats viennent se faire photographier dans les établissements. Pour avoir non, écoutez, ça dit que pour avoir la carte du candidat, il faut se faire photographier au sein de l'établissement d'origine du candidat. Donc si les chefs d'établissement veillent au grain, je crois que ces cas de substitution ne pouvaient pas avoir lieu. Sinon, avant, il y avait des substitutions dans les années 2000, 2002. L'intéressé partait, il n'avait pas sa photo sur la carte, mais il allait s'asseoir en lieu et place. Parce que vous allez voir que celui qui est bien, par exemple, en anglais, qui est étudiant au département d'anglais, le jour de l'épreuve de l'anglais, il venait faire l'anglais à la place du candidat. Et un autre qui est bien en français. Donc en ce moment, ce contrôle n'était pas tellement rigoureux. Mais à partir du moment où maintenant, là, on a mis ce qu'on appelle la photo sur les fiches et sur la carte pour dire exactement il faut vérifier cela, alors ces fraudeurs-là sont passés aussi par une autre stratégie, c'est-à-dire faire en sorte que la photo du candidat et du fraudeur qui va pour composer en lieu et place du candidat, c'est soit sur la carte et soit sur la fiche. Donc il est très difficile de dénicher et la seule façon et la seule méthode efficace qui pouvait permettre ici de dénicher cette situation, c'est de conscientiser les directeurs d'école primaire, de conscientiser les principaux et les proviseurs et tous ceux qui ont en charge l'établissement et l'élaboration des listes. Donc ça veut dire que tout ça, si les chefs d'établissement sont complices de ces cas de substitution, ça veut dire que ça se fait sous fond de corruption aussi, parce que c'est sûr que les gens viennent donc payer de l'argent pour remplacer les candidats. Absolument. Mais seulement, vous savez aussi que les établissements publics sont très peuplés, de telle sorte que des fois, certains proviseurs ne connaissent pas tous leurs candidats de façon physique. Il se peut aussi que certains passent par cette méthode directe pour se faire photographier, sans que ce ne soit la complicité d'un chef d'établissement. Mais il y en a aussi des cas où des chefs d'établissement sont complices, des censeurs sont complices, des directeurs d'écoles privées sont complices. Surtout dans les écoles privées, c'est monnaie courante. Maintenant, si à l'arrivée, on détecte ce genre de cas, qu'est-ce qui devrait arriver aux candidats et à tous ceux qui sont impliqués dans la fraude? Non, généralement, ce sont les candidats qui sont déférés devant la justice. Il y en a eu, je crois, même en 2012, en 2013, où des cas ont été transportés au niveau de la justice, où des gens ont été condamnés et même à une peine de prison et surtout à sursis. Bien. Donc ça montre à suffisance qu'il y a la volonté du département à lutter contre, mais il faudrait qu'à la base, les autorités scolaires, l'administration scolaire à la base, soit décidé à lutter contre ce fléau. On a entendu parler d'autres choses aussi qui peuvent être une sorte d'insuffisance à ces examens. Déjà, à la phase de l'examen d'entrée en 7e année, il se trouve que certains enseignants auraient payé de l'argent pour être pris comme surveillants.
Donc, c'est-à-dire qu'ils payent une partie de ce qu'ils vont percevoir comme prime de surveillance à ceux qui vont donc les prendre et les intégrer à l'équipe de surveillance ci et là. Est-ce que vous avez fait ce constat? Est-ce que les gens que vous avez peut-être sur le terrain ont attiré votre attention sur cet autre cas de fraude? Monsieur Mamadou Diallo, ce n'est même pas nécessaire de mettre au conditionnel aurait payé. Moi, je le dis clairement que certains enseignants ont payé de l'argent. Ou bien certains enseignants se sont engagés à défalquer dans leur prime de surveillance un certain nombre de montants conditionnant leur participation à ce jury de surveillance. C'est-à-dire que c'est 100 000 francs. C'est-à-dire que vous voulez surveiller 3 examens. Soit vous avez 300 000 francs, c'est-à-dire 100 000 francs par examen, parce que vous prenez l'examen d'entrée en 7e année, la prime c'est 370 000 francs. La surveillance du BEPC c'est 390 000 francs. La surveillance du bac c'est 420 000 francs. Donc quand vous enlevez dans 370 000 francs, 100 000 francs, ça vous reste 270 000 francs. D'accord. Vous comprenez? Donc vous vous engagez à payer les 300 000 cash, ou bien vous vous engagez à payer 400 000 francs. Si vous ne déposez pas cash, vous payez les 400 000 francs. C'est-à-dire que 400 000 francs correspond à une prime d'un examen, le bac par exemple, moins 20 000 francs. Donc vous vous engagez, si vous n'avez pas une liquidité financière directe, là vous sous-traitez comme cela. Dès qu'on va vous payer les primes, vous venez vous défalquer dans vos primes cette somme-là, vous donnez à ce cadre véreux qui se trouve au niveau de la direction communale de l'éducation de Matoto. Quels sont ceux qui sont chargés de recruter les enseignants, les surveillants pour les examens? En principe, dans les règlements généraux de l'éducation, ne surveillent que des enseignants qui sont en activité pédagogique, c'est-à-dire qui ont enseigné. Et les chefs d'établissement fournissent la liste de leurs enseignants au niveau du service examen de chaque DCE. Il revient maintenant au service examen de chaque DCE de trier en fonction du nombre, au prorata des listes maintenant déposées et en fonction du nombre attribué à chaque école. Maintenant, ce sont ces gens-là qui vont maintenant surveiller. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'au niveau de ces services examens-là, ça devient maintenant une sous-traitance. Les enseignants sont obligés d'aller maintenant soudoyer ces services-là. Et généralement, quand vous prenez, nous avons fait une enquête là-dessus, une observation de façon globale, mais nous avons vu que c'est au niveau des Matoto que le bas blesse beaucoup plus. Donc il y a eu beaucoup de cas comme ça? Non, c'est même à ciel ouvert. À Matoto ici? À Matoto. Il y a même des écoles où on a envoyé des noms de surveillants au nom de leur école, des enseignants qui n'existent pas dans ces écoles-là. C'est-à-dire qu'on balance des enseignants dans certaines écoles privées publiques pour dire qu'ils sont enseignants de cette école, ils répondent au nom de cette école-là, mais ils sont des fictifs en réalité. Ils sont des fictifs en réalité. Ils ne sont enseignants nulle part, mais c'est des jeunes frères, des cousins qui chôment à la maison, qui ont fini les études et qui n'ont rien à faire. On profite de cette occasion-là pour les enrichir. Et dans la commune de Matoto, le cerveau de tout cela, c'est le chef-section chargé de l'enseignement fondamental, M. Mohamed Lamine Kamara, Mohamed Lamine Bala Kamara. Donc il est clairement identifié? Non, il est clairement identifié. Si vous faites un micro-trottoir au niveau des chefs d'établissement, ils vont avoir peur. Vous savez, les enseignants ont peur de s'exprimer. Bien. Mais quand vous voulez dire qu'on peut vous faire exprimer sous anonymat, je vous jure, vous passez dans les écoles, vous interviewez les chefs d'établissement par anonymat, ils vont vous dire toutes les réalités là-dessus. C'est M. Mohamed Lamine Bala Kamara, cette section de l'enseignement fondamental de la commune de Matoto, qui a organisé tout ce fonds de commerce-là. Donc c'est l'autre attitude qui entache déjà les débuts de ces examens. Mais absolument, mais écoutez, ces enfants, si déjà, ben, pour aller plus loin, la correction de cet examen a commencé. Et ça commence d'ailleurs aujourd'hui. Maintenant, dans les règlements généraux, ceux qui surveillent et ceux qui corrigent aussi sont différents. Non, c'est très différent. Alors, ceux qui corrigent, est-ce qu'eux aussi, il y a une négociation à faire pour être recrutés? C'est là-bas où je suis en train d'en venir comme cela. Bien, bien. Et vous savez, ne surveillent l'examen d'entrée en 7e année que les professeurs. Donc, les enseignants de l'élémentaire n'enseignent pas. Parce qu'on suppose que ce sont leurs candidats. À vouloir les mettre là comme surveillants, ils vont montrer le sujet aux enfants. Ouais. Maintenant, là, dès lors que l'examen finit, la correction doit être maintenant menée par un jury de correction composé d'enseignants en situation de classe, mais en 6e année. Ou même, vous savez ce qu'ils ont fait cette fois-ci là, toujours dans la commune de Matoto.
Et ils ont pris des DSE, des délégués scolaires de l'enseignement élémentaire, pour corriger en lieu et place des enseignants de 6e année. Des instituteurs. Des instituteurs. Non, des délégués. Donc, à la place des instituteurs, ils ont pris des délégués. Oui, ça, il y a des DSE, des délégués scolaires de l'enseignement élémentaire. Donc, c'est eux qui sont chargés de superviser souvent ces écoles primaires-là. Mais maintenant, là, c'est eux qui viennent corriger l'examen, les épreuves en lieu et place des enseignants en situation de classe. Et même au niveau également du jury de secrétariat. La prime de la base, c'est 1 710 000 francs. Donc, il y a des enseignants qui sont allés s'engager pour payer 500 000 francs. C'est-à-dire que dans les 1 710 000 francs, on soustrait 500 000 francs. Ouais. Donc, si c'est comme cela, c'est-à-dire que la moralisation et la crédibilisation des examens tels que prévus par le ministère, par le MENA, n'est plus là. Parce que n'importe qui, celui qui a 500, c'est un mécanicien, un forgeron, un étudiant diplômé, même un étudiant en situation de classe, qui a 500 000 francs, peut aller donner 500 000 francs pour corriger. Donc une véritable mafia. C'est une véritable foire, un véritable marchandage de cette organisation de ces examens. Et si ça continue comme ça, comment vont être les résultats? Donc, ça veut dire qu'au départ, vous avez dit tout à l'heure qu'on n'a pas fait un constat de fausse note, mais là, au regard de ce qu'on vient de dire, c'est clair qu'il y a des faux, je veux dire, il y a des choses à reprocher, notamment à ce processus-là. Oui. Donc, il y a vraiment de fausses notes à constater déjà à la phase de l'examen de la 37e année. Qu'est-ce qui va donc arriver? Parce que plus on avance, plus l'enjeu est plus grand. Avec le brevet, l'enjeu encore est là. Et le bac, on n'en parle pas. Donc ça veut dire que ça commence mal si le ministre Sangaré n'ouvre pas grand les yeux. Il faut qu'on évolue là-dessus parce que ce n'est qu'une alerte. Sinon, peut-être là-dessus, est-ce que vous pensez comme solution déjà pour ne pas que ces mêmes choses arrivent au niveau du brevet qui a commencé aujourd'hui et du bac qui arrivera après, en termes de propositions de solutions. Rapidement, avant qu'on ne parle des enseignants contractuels, nous avons pratiquement une minute. Oui, bon, là j'ai pris langue avec monsieur le ministre qui m'a vraiment remercié de ce travail-là et m'a dit de lui remonter les preuves pour qu'il puisse sanctionner ces personnes. Il a dit, mais attention, nous ne sommes pas une police. Nous ne sommes qu'une force d'alerte précoce sociale. Nous alertons. Il revient au ministre d'envoyer des inspecteurs sur le terrain et qui vont investiguer là-dessus pour voir effectivement si les allégations dont le SNE fait montre sont vraiment vérifiables sur le terrain. Sinon, si on ne limite pas les dégâts, les non-spécialistes, les non-professionnels qui vont corriger et qui vont travailler sur ces résultats en lieu et place des professionnels, c'est de la catastrophe déjà en amont par rapport à la publication de ces résultats. Alors le cas des enseignants contractuels, je le disais, ils aussi, leur différend avec le ministre de l'Éducation, Sangaré, n'était pas encore fini. Ils avaient donc prévu de faire une manif, disons une série même de manifestations durant ces examens. Il était prévu qu'ils en fassent aujourd'hui lundi et le jeudi, selon ce que vous nous avez appris. Mais à la dernière minute, ils ont décidé de surseoir à cette manifestation. Quels sont les dessous de cette nouvelle décision de ces enseignants contractuels, puisque c'est votre syndicat qui les parraine, qui les coach en quelque sorte? Oui, vous savez, le problème de ces enseignants contractuels là est un problème épineux. Nous avons informé le ministre pour dire attention, il faudrait qu'on prenne la situation des enseignants contractuels là au sérieux. D'autant plus qu'ils ont sauvé l'école de la République. Si on parle aujourd'hui d'examen, c'est parce qu'ils ont été là. À un moment donné, sinon on courait le risque de l'année blanche, le syndrome d'année blanche. Comprenez? Maintenant, aujourd'hui, au lieu de chercher à fédérer ces enseignants contractuels, ils ont tenté de les diviser en montrant à ceux qui ont fait l'ENI et l'ISEC que vous avez des aptitudes professionnelles vous permettant d'enseigner. Alors ces enfants prenant goût de cela avaient commencé à se désolidariser de leur coordination, de leurs amis, sous la complicité du directeur général de l'ISEC et surtout des directeurs des ZENI, pour leur dire on va normalement, parce que dans les règlements généraux qui régissent le statut de la création de l'ISEC et de l'ENI, c'est que dès qu'ils sortent de ces institutions, ils doivent être directement engagés à la fonction publique sans passer par voie de concours. Donc c'est en quelque sorte comme cela, on a commencé à amendouer leur esprit. Maintenant là, ils ont compris que cela ne pouvait pas marcher. Et comme le ministère a compris que la force était du côté de la coordination qui était là, parce que quand vous prenez l'intérieur du pays, et il y a des chefs d'établissement qui sont des contractuels.
Il y a des écoles, si les contractuels abandonnent, c'est fini. Il y a même des écoles à l'intérieur qui n'ont même pas d'enseignants. Donc aujourd'hui, le besoin est tel que l'État peut absorber tous ces enseignants contractuels-là et que le déficit en termes d'enseignants persiste encore. Bien. Là, je vous le dis. Parce que regardez, le toilettage de la liste qu'ils viennent de faire, ça n'atteint même pas encore 2500. Or, dans la ligne budgétaire du MENA, il était prévu le recrutement, il est prévu d'ailleurs, le recrutement de 3500 enseignants. Bien. Par rapport du toilettage de leur fichier là, je vous jure, des faux diplômes enlevés dedans, et vous allez voir que ça ne va même pas atteindre 3500. Des vrais diplômes. Donc ça veut dire que s'il y a la volonté politique, cela peut arriver. Donc pour revenir à votre question, alors le ministre nous a appelé via l'inspecteur général adjoint de l'enseignement fondamental, M. Morla Yatara, pour nous dire vraiment qu'il a déjà publié une partie de la liste des universités de Kindia et de Kankan pour l'authentification des diplômes, parce que là, c'est ça le problème. Des diplômes de ces enseignants contractuels. Ces enseignants, c'est-à-dire que ces diplômes-là sont déposés dans les universités d'origine pour authentifier ces diplômes, parce que beaucoup ont falsifié. Il y en a même qui ont falsifié leurs diplômes, parce qu'au début, on a dit qu'on ne recrute que ceux qui sont sortis de l'ISEG et de l'ENI. Donc, comme ils sont sortis des universités, ils s'en laissent se fabriquer des diplômes de l'ISEG et de l'ENI. Donc, ces gens-là sont mis out. Il y en a également expressément qui n'ont pas de diplôme universitaire et qui ont voulu enseigner et qui ont envoyé aussi leur diplôme. Donc, c'est ce travail de toilettage qui est en cours. Alors, ils ont publié pour Kankan et Kinya. Maintenant, le ministre nous a fait comprendre que pour Sonfonia, l'Université générale nationale de Sonfonia, c'est des après. Et qu'il reste pour Gamal, mais à son retour de sa supervision à l'intérieur du pays, qu'il va essayer de publier ces listes-là. Et je crois qu'on va voir maintenant les modalités sur lesquelles ces enseignants vont être recrutés à la fonction publique. Voilà, donc ça veut dire que les manifestations donc, de cette structure d'enseignants contractuels est mise en veilleuse. Là-dessus, on va suivre petit à petit si jamais le ministre respectera ses engagements après l'opération authentification des diplômes de ces enseignants contractuels, bien entendu. Merci d'être passé et sans doute nous resterons avec vous parce qu'il y a la phase du brevet qui est en cours, il y aura les BEPC, on vous fera appel en cas de besoin. Merci beaucoup. Ça nous fera plaisir. Voilà, tout de suite dans la deuxième partie, comme annoncé, nous parlerons du sport. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Comme je l'ai dit, les 10 premières minutes de cette deuxième partie consacrées justement au service Internet en Guinée. En tout cas, selon les constats, c'est tout sauf de la qualité et les principales sociétés connues sont indexées. D'abord Orange Guinée, mais aussi Ariba en termes d'Internet, bien sûr, il faut le préciser, c'est complètement de la pourriture, dirait certains abonnés de ces sociétés de téléphonie. On ne peut plus travailler en Guinée, on ne peut plus se connecter normalement. Mais pendant ce temps, vous avez tout de même le ministre des Télécoms qui chante à l'oreille du président de la République. Vous rappellerez à l'occasion même de cet événement qu'il a organisé, la semaine de numérique, où il a donc qualifié le président de la République de bulldozer en chantant tout ce qu'il y a de réussite en termes de service de la téléphonie en Guinée. Et vous l'avez compris, Alpha Condé lui-même était tellement dépassé par ce qu'on peut appeler du mensonge aussi, sur la qualité de téléphonie, a tout de suite touché le ministre des Télécommunications. Maintenant, c'est au tour des abonnés d'interpeller ces autorités du ministère des Télécommunications et de ces sociétés, sauf qu'ils n'ont pas de porte-voix, parce qu'il n'existe pas du tout du syndicat des consommateurs en Guinée. Il n'y en a pas. Alors oui, on en parle. J'allais dire Souri Kandia Bangoura et Ousmane Keita sur ce plateau pour en parler. Kandia, bienvenue. Oui, c'est un plaisir pour moi toujours d'être sur ce plateau. Alors Ousmane Keita, bienvenue. Oui, bonjour à tout le monde. Oui, est-ce que ce constat, vous le faites comme beaucoup d'abonnés, le service Internet est complètement naze, comme le dirait le Guinéen lambda dans notre pays? Oui, c'est ça. C'est un constat vraiment amer. Aujourd'hui, tous les Guinéens savent réellement, en tout cas, du moins ceux qui utilisent l'Internet, parce que vous savez quand même que le Guinéen commence à être en conformité avec le siècle. Beaucoup de personnes ont leur Android, leur téléphone Android. Donc, aujourd'hui, tout le monde est attiré par ce phénomène qu'on appelle l'Internet. Mais malheureusement, au fur et à mesure qu'on nous chante des évolutions, des avancées en termes de
en termes de numérique, on constate que pratiquement la Guinée semble pratiquement chanter ce qui n'est pas réellement une réalité en Guinée. En parlant d'Internet, et qu'ici, nous parlons aujourd'hui de 3G, et il y a certains qui tendent vers 4G et d'autres qui annoncent déjà qu'on a 4G, sauf que le Guinéen ne constate pas cela. Je ne sais pas d'abord si c'est pour décourager tout le monde, tous ceux qui utilisent les téléphones qui ne portent pas les 3G, pour qu'ils aillent acheter des téléphones 4G. Je ne sais pas si c'est pour cette raison, mais ce qui reste clair, aujourd'hui vous achetez des passes que vous avez l'habitude d'acheter, notamment les 100 gigas, les 100 mégaoctets. Quand vous achetez les 100 mégaoctets, habituellement, ça peut vous satisfaire, vous pouvez surfer pendant une période donnée sans vous plaindre. Mais aujourd'hui, difficilement d'afficher une image, notamment, ce sont deux sociétés qui sont les plus indexées par l'opinion, notamment ceux qui utilisent l'Internet, c'est MTN et Orange Guinée, Orange Guinée et MTN, s'il faut prendre par l'ordre de déception. Voilà. Mais Orange et MTN aujourd'hui ne répondent vraiment pas aux attentes, à en croire les utilisateurs. Pratiquement, ils ne répondent pas du tout. Vous achetez des passes de 100 mégaoctets parce que là, on descend comme ça. En plus forte raison, 1 giga. Si vous devez, d'habitude, vous avez l'habitude de faire 24 heures avec satisfaction. Aujourd'hui, il est difficile de faire 1 heure du temps avec satisfaction parce que là, d'abord, il y a même, j'ai l'impression que Orange, vous savez, Orange, quand vous achetez les passes, il y a les passes nuit et passes du jour. Maintenant, quand vous perdez rapidement, d'abord, en un laps de temps, vous perdez les passes jour, vous attendez la nuit, dans les temps, dans un passé très récent, à partir de 21h d'ailleurs, dans un passé très récent, à 21h, vous pouvez surfer sans problème. Mais, aujourd'hui, on constate que, on a l'impression que les passes nuit n'existent plus. Et si c'est le cas, le service n'a pas communiqué ça. Voilà, les abonnés. Mais en parlant d'MTN, jusque-là, tout le monde se disait, ok, si ça ne va pas, allez-y sur MTN. Moi, je l'ai constaté, et d'autres observateurs, beaucoup de personnes se plaignent. Allez-y sur l'Internet, sur Facebook notamment. Vous verrez que beaucoup de personnes aujourd'hui se plaignent de ces deux opérateurs. Donc, on peut demander à partir de là des explications, puisque l'association des consommateurs aussi n'existe que par le nom. Donc pour ce, il faudrait quand même que ces interrogations aient des réponses vis-à-vis. Ça, c'est ce qu'on appelle respecter quand même. En tout cas, ça devient de l'arnaque à ciel ouvert en Guinée, des sociétés de téléphonie, mais on peut dire en complicité avec les autorités qui doivent pourtant avoir un regard sur l'exécution des cahiers de charges des sociétés de téléphonie. C'est l'ARPT, c'est aussi le ministère des Télécommunications, mais tout ce qu'ils connaissent, c'est tout simplement de magnifier la situation, c'est d'embellir le tableau, alors qu'en réalité, la qualité de ces services Internet et même des appels, c'est complètement... Justement, je voulais m'annoncer par rapport à ce point. Moi, je prends la prestation de manière générale. Sur le plan appel téléphonique, sur le plan Internet, tout est bidon par rapport à leurs prestations. Tout ce qu'on voit sur le terrain, c'est une sorte de série d'arnaques des pauvres citoyens qui n'ont même pas la chance de gagner 5 000 francs. S'ils mettent par exemple 2 000 francs pour se connecter ou bien pour communiquer, ce n'est que de façon éphémère que ces passes vont finir. Regardez par exemple le service de 4G. Actuellement, ça ne fonctionne pas. Dès que tu mets une connexion pour tenter de faire une sorte de surf sur l'Internet, ça finit rapidement sans que tu ne parviennes à faire ce que tu voulais faire. Absolument, sous le regard de nos pauvres autorités qui ne sont pas capables de protéger les citoyens en fonction de leurs prestations. Parce qu'ils sont là, par exemple, pour tenir compte de nos consommations aussi, sur le plan virtuel. C'est ça la responsabilité première d'un État. Aujourd'hui, il y a une sorte de deal politico-économique lié par certains responsables de l'ARPT, y compris de Moustapha Mamoudiabi, directement parce qu'il était à partir de là-bas avant de remonter en tant que ministre. Il sait tout ce qui passe dans son ministère, tout ce qui se passe au sein de cette agence nationale pour pouvoir tenir compte des besoins des pauvres citoyens qui sont aujourd'hui arnaqués sous le regard des responsables qui n'ont rien à faire. Indifférents qui n'ont rien à faire sauf d'écouter et de protéger leurs petits intérêts qui gagnent avec les sociétés. Aujourd'hui, regardez par exemple. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un deal
il y a un deal existe. Il y a un deal qui existe. Réellement, ils ont dit ils vont installer des paquebots. Ça a été installé et jusqu'à présent l'internet en Guinée, ça cause problème. Parce que ça n'a pas été efficace et ça ne fonctionne pas à merveille. Y compris si nous prenons par exemple au Sénégal. Absolument. Justement. Ça continue, mais ça n'a aucune visibilité. Le déploiement de la fibre a pris fin, on est à quelle phase? Quelle est la qualité? D'après une émission que j'ai écoutée où il y avait le directeur national de l'agence, il l'a répété, il disait ils sont à partir de nos frontières pour pouvoir installer ces zones. Mais cela fait au moins 2 mois que j'ai écouté ces directeurs et ça ne fonctionne pas à merveille. Hier, moi j'ai lu un SMS de la part de MTN qui disait rechargez votre téléphone de 100 000 francs, vous recevez 130 000 de bonus pour 24 heures. Comment on peut consommer 100 000 francs de bonus en 24 heures? C'est tout un système d'arnaque. Si c'était au Sénégal, ils peuvent au moins avoir un délai de 100 jours, de 150 jours pour pouvoir consommer à merveille et de façon patiente. Aujourd'hui en Guinée, ça ne fonctionne pas, rien ne bouge. Les classements que l'ARC était fait, c'est des classements de façade. C'est des classements de façade parce que ces responsables ont des intérêts à protéger dans ces sociétés. C'est pourquoi ils mettent tous ces outils au premier niveau. Mais si nous prenons par exemple, parce que moi j'ai fait une sorte de recherche sur l'internet, il y a 4 pays au monde qui n'ont pas de société téléphonique sur le plan national. Il y a l'Afghanistan, il y a la Somalie, il y a le Libéria et la Guinée. Regardez, ces 4 pays qui n'ont pas de société téléphonique. Pourquoi ces sociétés téléphoniques sur le plan public n'existent pas en Guinée pour pouvoir tenir compte de nos besoins? Parce qu'il faut d'abord protéger la famille Sotelgui. Il faut d'abord protéger nos acquis pour pouvoir à la fois enregistrer nos sources d'informations à l'interne. Par exemple, si on cherche aujourd'hui MTN ira avec des données, des enregistrements sonores des pouvoirs guinéens sans pouvoir tenir compte de les protéger. Ça pourra tenir compte, par exemple, de l'Afrique du Sud pour pouvoir nous exploiter à l'interne, parce que ça, déjà, tout ce qui se passe à l'interne. Parce qu'il faut tenir compte de tout cela. La solution, elle est très simple. Il faut avoir réactivé nos sociétés téléphoniques publiques pour pouvoir tenir compte de tout cela, notamment sur Telgui. Mais quand vous voyez les dessous de ce point, il y a eu un responsable de la Sotelgui qui est aujourd'hui abandonné à son sort, qui disait dans son analyse très, très sûr qu'un bon matin, le président de la République s'est levé, il a pris son téléphone pour appeler un de ses ministres, il a vu que son réseau était coupé. Il a demandé, le ministre l'a dit, que la société est en panne sur le plan énergie pour alimenter les moteurs de la société. À partir de cela, il était en colère et dit, à partir d'aujourd'hui, je vais fermer la Sotelgui parce que la Sotelgui ne respecte pas mon autorité. Alpha Condé, ce qu'il avait dit, à partir de cette décision, la Sotelgui est tombée en faillite. Jusqu'à présent, ça n'a pas été relevé parce que le président ne connaît pas l'importance de cette entreprise sur le plan national. Pendant ce temps, il faut se dire que les consommateurs n'ont pas comme je l'ai dit, de porte-voix, de défenseurs, parce que pratiquement ça n'existait pas. Oui, rapidement. Oui, pour terminer, moi je souhaiterais que les responsables de ces sociétés-là communiquent et surtout qu'aujourd'hui, ce que nous ne comprenons pas, par exemple cette histoire de 4G, on apprend que les 4G consomment beaucoup plus que les 3G. C'est pas pour communiquer pour eux, mais je souhaiterais quand même qu'ils viennent s'expliquer dans les médias pour nous dire réellement ce qui se passe. Si nous les accusons de quoi que ce soit, c'est parce qu'ils n'ont pas donné la bonne information. Ils n'ont rien à dire parce qu'ils savent déjà qu'ils protègent leurs intérêts. En parlant maintenant de deal, cette histoire de deal, jusque-là, j'accorde le bénéfice du doute à ces responsables afin que le temps pour eux de nous donner réellement... Tout récemment, Tebou avait arrêté une sorte de société à l'interne qui vendait des cartes de recharge. Excuse-moi, je les accorde le bénéfice. Ils sont directement en contact avec les responsables de la... Je souhaiterais qu'ils viennent nous expliquer ce qui se passe réellement parce qu'on appelle ça respecter les clients. Ce qui est sûr, l'arnaque est insupportable par
les abonnés et on a un droit, et c'est même un devoir pour nous, de relayer les inquiétudes de ces pauvres gens qui sont abonnés à ces sociétés de téléphonie, mais qui se plaignent tout le temps de leur qualité complètement nulle, mais personne pour les défendre. Les autorités plutôt, eux sont, en tout cas les autorités en la matière sont en connivence avec ces sociétés pour sucer tout simplement ces pauvres abonnés. Nous reviendrons là-dessus, ce n'est qu'un début, à d'autres occasions. Juste une petite transition, le temps de recevoir Ali Ouba pour parler de Syli National. Merci donc de nous retrouver une fois encore. Nous restons dans cette deuxième partie et comme vous le savez, la honte, l'humiliation infligée à cette équipe guinéenne de Syli National en Égypte, une équipe où on peut peut-être dire un regroupement tout simplement au jeu décousu, une équipe déconstruite, des joueurs indolents tels des apatrides qui finalement ont causé toute cette colère de la population guinéenne depuis les matchs préparatoires jusque-là. Franchement, ceci pour certains ne rassurait pas et voilà comment ils rentrent au pays avec 3 buts tout simplement encaissés lors du match d'hier, avec toute la désolation qui va avec chez les supporters de l'équipe nationale. Quelles leçons tirer de cette mésaventure de l'équipe nationale guinéenne à la CAN 2019? Rapidement, en 10 minutes chrono, on va en parler. Alors, Aliou Ouba qui nous rejoint sur ce plateau. Aliou, bienvenue. Merci. Alors oui, rapidement, quelle analyse? Bon, ça a surpris les uns, les autres non, parce que vous avez constaté, vous l'avez dit à l'entame, l'équipe a très mal commencé la compétition. D'ailleurs, avant même d'être en Égypte, on a commencé par les rencontres amicales ou des matchs amicaux. Défaite, match nul, mais ça n'importe pas tellement beaucoup de choses. Mais l'essentiel c'est quoi? C'est un problème de fond de jeu. L'équipe doit exister sur un fond de jeu. Ça n'existe du tout pas, De part et d'autre, vous commencez par la défense, gardien de but, milieu du terrain, complètement dessoudé. Une équipe, c'est la connexion. C'est que la défense doit se connecter au gardien de but, milieu du terrain, front de l'attaque. Ça n'existait du tout pas. Il n'y a pas de liaison. La Guinée tout entière a pris comme élément essentiel Naby Keïta Deko qui était blessé. Nous l'avons dit à l'entraîneur à Conakry. Moi, personnellement, j'ai eu la chance de poser une petite question à cet entraîneur en disant, à part Naby Keïta, est-ce qu'on a un milieu dépositeur? Il nous a dit non, il y a des systèmes de raccommode. Système de raccommode, toute une nation, beaucoup de milliards investis. On a pensé à l'existence des autres joueurs qui ont joué les matchs de qualification, les Sadio Diallo et autres. Il a dit non, Naby peut tenir l'affaire. Patatras, Naby ne tient pas. Comment nous finissons la compétition? C'est qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires fruits du mérite. Mais vous savez, on peut mériter dans beaucoup de sens. Est-ce qu'on peut dire que au point de vue du travail de l'entraîneur, il n'a pas su tirer les leçons de chaque rencontre, de chaque match perdu? Oui. D'abord en commençant par les 3 matchs préparatoires qu'on a toujours perdus avant d'arriver au match avec le Madagascar, ensuite avec le Nigeria. On n'a pas tiré les leçons de tous ces échecs du côté de l'entraîneur. Et puis de l'autre côté, on peut déjà dire que les joueurs et même tout au long de cette CAN, avant même, ne se donnaient pas de façon... la volonté n'existait pas à 100%. Patriotisme et tout, on ne sentait pas ça. On commence par l'entraîneur. La toute première rencontre amicale, on joue contre une formation peut-être béninoise que les uns pensaient qu'on pouvait faire l'essentiel. Là-bas, on perd 1-0. Mais il n'y a pas eu de fond de jeu, je disais tout à l'heure. Deuxième rencontre, l'Égypte, on perd. Et là, pour nous, ou pour moi personnellement, il a tiré les leçons. On a compris que les formations maghrébines, tombons directement dans la rencontre d'hier, les formations maghrébines ou les nations maghrébines, leur système de jeu c'est sur les côtés, sur le dos de la défense. Il fallait fermer. Cela ne lui a pas donné raison. Il a vu que le défenseur qui était là hier, Ernest Seka Boka a écopé un carton. Il a fallu de peu même qu'il ne se fasse expulser contre Égypte. Il a tiré cette leçon. On a compris, tout le monde a compris, tous les grands connaisseurs de football savent absolument que les nations maghrébines jouent sur les côtés, c'est que sur le dos de la défense. Il n'a pas tiré les leçons de cette rencontre amicale. Hier, on place une équipe, et là aussi la première période passe, il ne tire pas la leçon. La deuxième période passe, il ne tire pas la leçon. 3-0, une défaite humiliante. Maintenant, parlons
l'aspect des joueurs, la détermination. Il y en a qui dédouanent Paul Puig, qui pensent que non, il ne faut pas l'accabler d'accusations. Non. Oui, je prends une petite virgule. Cette virgule concerne quelle formation? C'est la formation sud-africaine qui jouait contre la formation égyptienne. Regardez, on a étudié, l'entraîneur sud-africain a étudié la velléité offensive de cette formation égyptienne. On a compris que tout est fusé sur le gars qu'on appelle Mohamed Salah. Mo Salah. Et c'est sur les courses, il va tenter de s'en sortir. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé ce petit trou. Salah est parti avec 4 ballons, aucun ballon reçu. Il était avec un attaque qui était collé à lui. Mais lui, il devrait aussi tirer ses leçons. Et on a su gagner la bataille. Je veux parler des Sud-Africains sur l'équipe égyptienne. La politique que l'entraîneur a imprimée. Mais nous, notre entraîneur n'a imprimé aucun style, aucune politique de domination. Et je vous dis, en conférence de presse, l'entraîneur algérien a compris que la Guinée pose son chemin. Le déclencheur des offensifs, c'est Ibrahima Traoré. Vous l'avez vu hier? Non. Il n'était pas dans son match parce qu'il a été totalement bloqué. Mais je crois que la même politique de faisabilité devrait revenir à notre staff technique. Mais que voulez-vous quand on tente de lancer les affaires sur le plan formel alors que les négociations préliminaires ont existé, mais on aboutit régulièrement à ces résultats. Bien. Et une fédé résumée à 2 personnes, le pari c'est toujours comme ça. Alors oui, patriotisme à part et tout, est-ce qu'on peut dire que c'était perdu d'avance? Les prémices étaient là. Depuis quand la Guinée était en train de perdre les premiers matchs préparatoires, depuis que certains même ont lancé l'alerte pour dire attention, vous avez laissé à la maison certains qui ont permis à cette équipe de se qualifier, même s'ils ne sont pas 10, mais vous les avez laissés à la maison, ils ont leur place dans cette équipe. Je vais parler de ces locaux-là. Ça veut dire que les prémices de notre mésaventure étaient là déjà. Oui, mais les prémices de nos mésaventures étaient vraiment ici. Déjà, il faut rappeler que il faut demander à toute l'opinion guinéenne, aujourd'hui à tout le monde, où se trouvent les 22 qui ont joué, qui se sont présentés à Bouaké, en Côte d'Ivoire, et qui ont battu l'équipe ivoirienne. Où se trouvent les joueurs qui ont joué les qualifications? Où se trouvent les joueurs locaux qui ont joué pendant toute une saison et qui ont du jus dans les jambes? Pourquoi on les a aussi écartés pour emmener ces binationaux? C'est pas mauvais, hein, c'est aussi des Guinéens. Mais malheureusement, l'effectif qui est parti à la CAN, c'est un effectif dans lequel il y a des joueurs qui n'ont pas de jus dans les jambes. Ils ne sont pas en compétition. Et on ajoute à cela un Naby Keïta qui est diminué. On veut demander le même résultat à Naby Keïta. Le résultat qu'on a demandé à Mohamed Salah à 100%, on veut demander le même résultat à Naby Keïta. Conséquence, le jeune s'est donné, il a failli se blesser. Vous vous souvenez que j'avais déjà alerté cela. Et regardez, nous avons fait un mauvais parcours. En 4 matchs, donc nous avons fait 2 défaites. On a fait une seule victoire et avec une équipe qui était à 10 depuis la première mi-temps. Et avec un jeu qui n'a pas du tout convaincu. Et un match nul contre Madagascar qui aujourd'hui est en train de partir de la plus belle des manières. On a passé cela. Et jamais la Guinée, une équipe guinéenne, que ce soit cette génération ou une autre génération, n'a dépassé, une fois dépassé le second tour, le premier tour, n'a pu se qualifier. C'est-à-dire dans les matchs à éliminatoire direct, la Guinée a toujours été battue et éliminée. Conséquence, ça veut dire que si on continue sur cette lancée, puisque nous sommes déjà à une CAN à 24, nous n'allons plus dépasser les 28, je ne le souhaite pas. Hein. Si nous continuons comme ça veut dire qu'au lieu de parler de quart de finale désormais, notre limite, ça serait en huitième de finale. Ouais. Et c'est extrêmement déplorable. Et nous sommes des habitués de ces humiliations désormais. Vous vous souvenez qu'en quart de finale, contre la Côte d'Ivoire, on a été battu sur le score de 5-1. Ça, c'était une honte. Et la compétition qui a suivi, c'était la Guinée encore face au Ghana. Le Ghana qui nous a battu sur le score de 3-0 et c'était une humiliation encore, la plus grande humiliation de la compétition. Et pour le moment, en attendant de voir les autres rencontres, la plus grande humiliation c'est la Guinée encore. Et face à quelle équipe? Non, pas du tout. C'était dans les phases de groupe, il veut parler. Je parle des matchs à éliminatoire directe. C'est qu'il y a une équipe qui a pris 4. Non, oui, c'est la rencontre malienne. Après le premier tour, je veux dire. Après le premier tour, c'est d'abord la Guinée seule qui a pris 3-0. Toutes les autres rencontres ont été vraiment... Et puis on a donné du goût au truc. Mais à cela, il y a des Guinéens auxquels on doit demander des explications aujourd'hui. Ces Guinéens sont, entre autres,
on a M. Sanassi Pantamasso, le ministre, qui, à partir de son département, jusqu'au 25 juin, a dépensé, selon une publication de nos confrères de Guinée News, 62 milliards. Jusqu'au 25 juin. Et aujourd'hui, imaginez ce qui a attiré mon attention. Rien que pour le transport des joueurs, 31 milliards 210 millions 496 000 francs guinéens. Et c'est un marché qui a aussi, selon les informations, qui a été contracté de gré à gré. Et on apprend que cette agence appartiendrait à la femme d'un ministre. Donc il faudrait que le ministre nous explique réellement, nous donne des explications, parce que les Guinéens aujourd'hui ont besoin de savoir pourquoi nos milliards sont partis et où ils sont partis. Et il y a cet autre problème, le cas d'hébergement en 3 jours, dans un réceptif hôtelier de chez nous. Et la Guinée a dépensé en 3 jours seulement 700 millions de francs guinéens pour les joueurs. Ça aussi, il faudrait qu'on nous donne des explications, et on se demande pourquoi c'est seulement, nous on applaudissait lorsqu'il y a eu réconciliation entre Antonio Soare et ministre Bantamasso, respectivement président de la Fédération et ministre des Sports, à la veille de la remise du drapeau au Sili national. Peut-être que c'est... Moi je commence à me poser la question, est-ce que ce n'était pas pour essayer de voir comment gérer les plus de 50 milliards qui sont sortis dans les caisses de l'État guinéen. Et d'ailleurs, on ne parle jusqu'à présent pas des 7 milliards de francs guinéens engrangés, mobilisés par le comité de soutien. De soutien du Sili de Guinée. En tout cas, déjà ça commence à chauffer en Égypte, avant même qu'il ne rentre à Conakry. On a des sons qui circulent, notamment du vice-président de la fédération, Amadou Diaby, apparemment qui se fâche contre des reproches qui sans doute qui lui sont faits par les proches d'Antonio Soare. Donc il demande Antonio, est-ce que c'est un dieu ou quoi? En tout cas, il l'aurait trouvé dans le football. On va peut-être écouter ce son demain, pourquoi pas, en attendant que la délégation, les supporters, tout le monde rentre à la maison et que les leçons soient tirées de tout ça. Ce sont les premières analyses que l'on peut faire de cette humiliation de notre Sili national, qui a connu encore une mobilisation sans précédent derrière cette équipe, et comme tous les ans, où chaque fois qu'il y a une CAN, une fois encore, ils ont déçu l'espoir. On reviendra là-dessus demain. Merci à tous d'être venus. À vous, merci de votre attention, et à demain pour un autre numéro de Café Débat. Au revoir.